On doit faire des solutions qui permettent de répondre à nos nouveaux véhicules, mais qui n'abandonnent pas les clients qui ont des voitures de 10 ans. Aujourd'hui, ta voiture, c'est plus juste un véhicule qui roule, mais c'est bien un service, voilà, un service digital avec un 360. C'est un nouveau touchpoint pour tes services digitaux. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront et maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Product Leader Stories. Pour cette occasion, j'ai la chance, l'honneur, on va dire, d'accueillir Sébastien Warembourg. Sébastien, merci d'être là. Donc Sébastien, tu es Head of Product chez Renault. Et tu vas nous expliquer tout ça. Ça fait un moment qu'on s'est parlé du sujet et je suis content de t'accueillir aujourd'hui. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots? Merci Martin. Donc moi, Sébastien Warembourg. Comme tu le disais, je suis aujourd'hui Head of Product chez Renault SAS. Je m'occupe de la partie qu'on appelle l'usage et personnalisation, donc principalement les solutions digitales qu'on met dans les mains de nos clients qui ont des voitures. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait pas mal de temps chez Renault, je suis passé par plein de pôles, plein d'endroits chez Renault et j'ai un peu suivi l'essor du produit en allant à droite à gauche dans différentes organisations de Renault. Donc voilà, très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. Ouais, un bébé de l'entreprise quoi, presque. Ouais. J'ai fait quelques trucs à droite à gauche, mais j'ai passé beaucoup de temps chez Renault et j'ai pas mal construit ma carrière produit chez Renault. Ouais. J'ai un peu suivi l'essor de Renault là-dedans. Très chouette. Et du coup, tu disais, tu es ingénieur, donc qu'est-ce qui t'a amené à pas faire l'ingénierie automobile et plutôt aller dans le domaine du digital? Et est-ce que, tu vois, nous, d'ailleurs sur les invités, c'est assez rigolo, on a tout type de parcours. Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir été ingénieur ou d'être ingénieur est une force, parfois peut-être une faiblesse? Voilà, comment tu vois les choses? C'est une très bonne question. J'ai surtout bien aimé toujours être capable de fluidifier et accompagner les gens pour que les solutions émergent de la meilleure des manières. Et en fait, j'ai fait un petit peu de choses plus tech dans mon parcours. Et j'étais pas assez pointu en fait pour m'éclater. Et ce qui me plaisait, c'était au contraire d'être au contact de gens très très bons, que ce soit des gens plutôt métier, marketing, tout ce que tu veux, ou des équipes tech. Et j'ai toujours bien aimé faire ce lien en fait entre les deux. Et ma formation d'ingénieur était très généraliste. J'ai touché un peu à tout. J'ai fait beaucoup de gestion de projet, notamment gestion de projet de services industriels, de systèmes industriels, des choses assez complexes. Et j'avoue que la tech, le digital, c'est un truc qui me plaît bien. Je suis un peu geek sur les bords. Mais tu vois, je pense que je suis pas assez geek pour être un bon développeur, pas assez bullshit pour être un bon marketeur, mais j'aime bien être entre les deux. Ok, donc oui, le mode produit, c'est ce pont entre le métier, le marketing et faire le lien, comprendre les utilisateurs et à la fois comprendre la tech, être capable d'optimiser tout ça, ça me plaît bien. Et toi qui as fait plusieurs années chez Renault, comment tu as vu l'évolution justement du numérique peut-être au sens large et plus petit à petit la mise en œuvre de démarches produits, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique de tout ça et nous expliquer? Je pense que c'est assez marrant parce que ce que tu disais tout à l'heure, que je suis un peu un pur produit de Renault, c'est vrai. J'ai vraiment eu la chance d'arriver chez Renault au moment où le digital ça démarrait fort quand même chez Renault et j'ai trouvé que c'était une entreprise qui était assez tôt là-dedans. Parce que quand je suis arrivé, il y avait une vraie volonté de créer une expertise digitale qui mêlait du marketing et de la tech dans des petites équipes de craftsmanship, tu vois, avec des gens qui aimaient faire, comprendre, faire. Et c'est assez drôle parce que j'ai commencé dans des petites équipes, j'ai fait des sujets assez fun, on était très proche du client, tu vois, j'ai fait de l'événementiel par exemple en arrivant, des outils digitaux dans des salons, dans des choses comme ça, qui sont assez intéressants. Parce que tu mets la tech en face de beaucoup de clients. Et au service d'une expérience. Et au service d'une expérience. Et c'est super intéressant d'être dans ces schémas-là. J'ai fait d'autres missions, mais en fait, j'ai bien vu l'évolution de Renault où on avait ces petites équipes digitales, ensuite
une gestion plutôt avec des agences qui produisaient, mais avec une expertise produit assez forte, une expertise métier assez forte. J'ai accompagné un très gros projet qu'a fait le groupe Renault-Nissan à l'époque, où ils ont refondu toute leur plateforme digitale pour l'ensemble des 5 marques, avec un projet qui a été mené à Londres avec une grosse agence. Et c'est là que j'ai touché le début vraiment la méthode agile à l'échelle, parce que c'était une centaine de développeurs. Mais on a sorti, je pense, 200 sites pour 5 marques en quelques années. C'était assez fort de voir comment ils arrivaient malgré tout à garder des méthodes agiles dans un contexte comme ça, même si c'était le début. Et puis à la suite de ça, il y a eu vraiment une volonté de créer, d'internaliser ces équipes produits, tech et digital, et de passer du schéma où on a des agences, même si on a des équipes métiers chez nous, on a des agences qui produisent pour nous, à la volonté de produire à l'intérieur de Renault. Et du coup, ça fait 5 ans, 6 ans, un peu plus même, 7 ans, maintenant qu'il y a des vraies équipes au global internes chez Renault, où on internalise plutôt les compétences. Et aujourd'hui, une équipe avec une dizaine de rôles product owner et une dizaine de product designers, et une montée un peu à l'échelle. Et c'est assez intéressant parce que c'est dans un contexte où Renault essaye de scaler vraiment cette logique d'agilité dans l'intégralité des métiers qui composent la chaîne. Donc voilà, tu vois, ça s'inspire. Voilà, moi j'ai bien aimé ce fil et c'est ce qui m'a plu chez Renault, c'est que j'ai toujours pu apprendre des nouvelles choses et découvrir des nouvelles choses au fil du temps. Et si tu devais mettre un radar en termes de maturité, si on franchit la porte de chez vous, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que c'est faire du produit aujourd'hui à la mode Renault? Tu parlais d'agilité à l'échelle. Est-ce que vous adaptez le cadre produit? Voilà, où est-ce que vous en êtes et est-ce que demain tu y vois encore des perspectives d'évolution, d'amélioration? On a encore énormément de marge. Tu vois, si tu compares à ce que tu peux voir dans une petite start-up ou une petite scale-up orientée autour d'un produit digital qui est le cœur de métier, on a encore une énorme marge de progression. On reste sur un produit physique qui est un produit industriel, donc sur lequel on doit se raccrocher et c'est pas forcément simple d'appliquer des méthodes produits purement digitales à tous les niveaux. Après, je pense qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, c'est ça qui est assez intéressant. Et je pense vraiment que la démarche, elle est là et que voilà, faut réussir à l'adapter au contexte. C'est un contexte qui est pas simple. C'est un groupe qui est grand. Moi, j'adore notre produit parce qu'aujourd'hui, je suis en contact avec tous les métiers de l'entreprise. Et donc, du coup, tu vois, cette transformation, elle prend du temps. Parce que tu dois faire comprendre à tout le monde qu'on est dans une démarche où on ne fait pas des plannings à 3 ans avec des visions très précises. Une des caractéristiques, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais tu vas me dire ce que tu en penses, mais des constructeurs, c'est que souvent on est dans des grandes organisations multimarques maintenant, où on a rassemblé, tu parlais de ton projet justement avec Nissan, souvent des entreprises très internationales, mine de rien dans l'approche. Est-ce que c'est une complexité pour vous? Comment vous adressez justement le fait de dire ce projet, il est pour... alors je ne sais pas si on parle toujours de l'alliance ou que pour Renault, voilà. L'alliance avec Nissan, elle n'existe plus vraiment, mais pour te répondre, c'était une vraie complexité, je pense, sur le projet qui a été mené avec Nissan, parce qu'une plateforme digitale, quand tu dois toucher l'intégralité de la planète avec toute la diversité que ça comporte en termes même d'usage, c'était extrêmement compliqué. Tu vois, Nissan et Renault sont sur des marchés qui sont assez différents, mais je me rappelle très bien que pour Nissan, le cœur de marché, c'était North America, en gros, et pour Renault, c'était l'Europe, et c'est pas les mêmes façons de fonctionner, c'est pas les mêmes rapports aux véhicules. Donc c'est de base une grande complexité dans la capacité à prendre en compte tous ces éléments-là, à comprendre les différences entre les utilisateurs. Aujourd'hui, on est un peu moins côté Alliance. Moi, je travaille sur toutes les marques du groupe Renault, donc on a quand même des marchés un peu plus ciblés. Mais ça n'empêche que ça reste une vraie complexité. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de réussir à trouver justement les éléments qui sont communs à tout ça, de construire, tu vois, des bases qui sont des éléments qui vont nous permettre de créer de la valeur un peu pour tout le monde et de réussir à apporter cette couche de personnalisation, cette couche spécifique au pays. On est obligé d'avoir des niveaux, tu vois. On a des éléments qui doivent être notre corps modèle, qui doivent vraiment fonctionner pour tout le monde. Et ensuite, la capacité à décliner, à spécifier pour les marques ou pour les marchés. Mais aussi les marques, tu vois, Dacia, Alpine, c'est pas les mêmes clients. Et après, vous avez des déclinaisons marché. Est-ce qu'il y a des membres d'équipe produit ou des représentants de l'équipe produit dans les différents pays? Comment vous fonctionnez là-dessus? On n'a pas dans les pays, dans les équipes chez nous, on a des gens qui sont des référents et des points de contact avec les marchés, qui sont là à la fois pour aider à déployer nos produits, à accompagner les solutions dans les marchés, parce qu'on a besoin d'accroches locales pour que ça prenne,
et qui sont aussi du coup le point de feedback de ces marchés. Et la même chose pour les marques? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont spécifiques sur Dacia, Alpine, des Pas équipes? complètement Non aujourd'hui, mais après on essaye aussi de travailler ce lien avec les directions marketing des différentes marques. Je pense que là-dessus, ça fait partie des choses sur lesquelles on a encore une marge de progression. Les identités de marque, la manière dont on les traite et réussir à trouver ce lien. On a plus l'habitude de cette logique de marché, parce que ça fait 10 ans qu'on travaille sur 30 ou 35 pays. Et les marques, on doit encore le travailler. On est une vraie solution marque blanche aujourd'hui, le produit qu'on traite nous. Donc on a vraiment cette vocation d'avoir la même base de code pour tout le monde. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à trouver ces bons relais auprès du marketing, des marques pour porter les choses. Intéressant. Et c'est une volonté d'aller là-dessus ou tu te dis c'est du test and learn? C'est un vrai jeu d'équilibriste. C'est l'équilibre entre la capacité à faire des choses pour répondre réellement à nos besoins utilisateurs qui sont différents et qui sont spécifiques, et à notre business. Mais on n'a pas les moyens de faire les choses 3 fois ou 4 fois. Donc en fait, il faut très vite être capable de faire l'équilibre entre les deux, de trouver des solutions qui permettent de répondre à tout le monde. Et malgré tout, voilà, on travaille avec les équipes marketing, les équipes branding, pour que ce branding il existe. Tu vois, on ne veut pas juste être une marque blanche qu'on distribue comme ça. L'idée c'est d'avoir une identité quand même. Ouais, et je triche un peu parce que quand c'était vu, tu m'avais parlé aussi du système en réseau, du coup avec des personnes qui sont concessionnaires parfois externes, hein, donc c'est vos clients peut-être internes. Comment on gère ça, ce double clienteling dans une démarche produit entre, je ne sais pas si on parle de franchisé d'ailleurs, mais bon, ça me fait penser au système de franchise dans le retail. Il y a des réseaux qui sont plus ou moins proches du groupe et des réseaux qui sont plutôt externes et partenaires. Et comment tu gères ça avec des clients finaux qui vont être différents du client, on va dire intermédiaire, qui va vendre les véhicules et qui n'est pas forcément interne au groupe? C'est un double élément pour Renault, ce réseau. C'est à la fois une force, une énorme force, parce qu'on a un maillage qui n'existe pas chez des constructeurs plus récents. Là, ils n'ont pas ce réseau, ils n'ont pas ce maillage, donc ils n'ont pas cette proximité avec le client qu'on a nous. Et à la fois, pour le digital en tout cas, tu vois, pour nous, ils ont cette capacité de presque partir from scratch et de pouvoir déployer des solutions qui sont construites autour du digital. Nous, on a un réseau qui a ses habitudes, qui a ses outils, et on ne peut pas aussi facilement déployer des solutions digitales partout. C'est pareil, c'est un jeu d'équilibriste, la capacité à réussir à répondre à leurs besoins. On a fait des choses, je trouve, vraiment sympas maintenant qui permettent de créer du lien entre le client et le réseau via des outils digitaux, mais tu as cette problématique de tes marchés, de tes systèmes dans les concessions qui sont très différents, de la différence entre des très grosses concessions et des tout petits garages qui n'ont pas forcément les mêmes besoins d'outils digitaux, en tout cas qui ne les perçoivent pas pareil. Un grand groupe, il va plus facile, un grand garage, un grand regroupement concessionnaire, il va plus facilement voir l'intérêt de s'appuyer sur des outils digitaux parce qu'il va pouvoir le déployer à l'échelle. Un petit garage, il a l'habitude d'avoir son agenda, son truc, il n'a pas envie que tu viennes l'embêter. Donc il faut réussir aussi à convaincre ces gens-là, montrer que nos solutions, elles ont une vraie valeur pour eux. Donc bon, c'est pareil, j'ai pas envie de te faire que des réponses entre deux, mais là aussi c'est un vrai équilibre. Trouver la manière dont on va pouvoir positionner le produit, écouter nos utilisateurs finaux, mais aussi nos utilisateurs intermédiaires sans qui le produit n'existe pas. Ouais, et puis pour parler de ces nouveaux arrivants qui viennent des marchés américains et chinois, donc tu m'expliquais ce maillage, et au-delà de ce maillage, je pense qu'il y a ce legacy un peu relationnel, de pratique de travail en local, mais il y a également, j'imagine, un legacy technique chez vous, parce que voilà, vous n'êtes pas une boîte jeune. Comment vous arrivez à gérer Même si tu t'attrapes un peu, tu l'as même sur les véhicules. Ouais, exactement. Tu vois, c'est des marques qui arrivent avec plutôt des gammes fraîches, de véhicules nouveaux. C'est un peu comme quand tu lances un nouveau produit, tu fais beaucoup de builds, tout va bien, c'est sympa, ça marche bien. Nous, on doit assurer aussi la vie de tous nos produits depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. Sur tous les cycles de vie des véhicules, c'est pas des choses que tu utilises 2 ans, 3 ans que tu remplaces. Donc il faut qu'on arrive à traiter aussi ces gammes de véhicules-là. Et je pense que c'est des problématiques auxquelles ils vont se confronter, ces nouveaux acteurs, un peu plus tard. Nous, on les a déjà, et c'est une vraie dimension dans notre produit. Tu vois, on doit faire des solutions qui permettent de répondre à nos nouveaux véhicules, mais qui n'abandonnent pas les clients qui ont des voitures de 10 ans, et pour lesquels on doit aussi leur donner des solutions. Voilà, continuer à les accompagner, pas leur donner l'impression qu'eux, ils sont complètement déconnectés. Et du coup, sur les solutions techniques, c'est vrai aussi. Après, on a des plateformes qui sont plutôt performantes, je pense quand même. On a des équipes techniques qui sont très, très engagées. Et par contre, en ce moment, c'est vrai qu'on a beaucoup de migrations techniques. On a beaucoup de migrations de plateformes.
Voilà, on a une génération de véhicules connectés, de services qu'il faut mettre à jour, qu'il faut simplifier. On a des architectures qui sont complexifiées dans le temps aussi. Et on a toujours ces enjeux, hein. C'est des enjeux pour nos équipes produits, hein. Le ratio entre build et run. Et justement, est-ce que vous faites du build dans le run? Typiquement, tout ce legacy et tous ces anciens systèmes à maintenir, est-ce que vous dites aussi on peut quand même un peu innover dans ces solutions-là pour peut-être aussi donner envie aux clients de renouveler et de dire ben voilà, le groupe il innove, si vous allez sur une prochaine génération de véhicules, vous allez avoir telle et telle features en plus. On essaye, c'est pas simple, honnêtement c'est pas très simple. Ça reste des produits industriels, donc en fait quand t'as pas la matière dans ton IoT, tu vois, dans ton objet connecté, c'est compliqué de le faire vraiment évoluer. Après je pense surtout qu'on essaye de construire des nouvelles plateformes qui ont cette capacité à s'adapter dans leur durée de vie plus longtemps. Donc, je pense que le vrai enjeu c'est de se dire que on n'arrivera pas à faire des innovations énormes sur les anciens véhicules. On essaye plutôt de se dire que nos nouvelles plateformes, elles vont avoir une capacité d'évoluer dans le temps plus importante. Après, nous, au niveau de notre produit, oui, on essaye de continuer sur les services qu'on a à te proposer des nouvelles manières d'interagir avec ton service, des nouveaux touchpoints. Je l'avais sur mon smartphone, je le veux sur ma montre. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir une forme d'autonomie. Après, créer des nouvelles fonctionnalités, ça reste pas simple. Ça reste pas évident sur des produits qui ont un peu vieilli. Mais ça reste l'enjeu, hein, de montrer que notre produit principal, moi, dans mon périmètre, le produit principal, c'est l'app mobile. Vraiment, c'est My Renault, My Dacia, My Alpine. Ce produit-là, il évolue et il évolue pour tout le monde. Il y a d'autres marques qui ont pu le faire ou d'autres produits qui ont choisi de fonctionner comme ça avec une application mobile pour les anciens véhicules et puis on crée un nouveau produit pour les nouveaux véhicules. Pour l'instant, nous, on n'a pas fait ce choix-là, avec aussi cette volonté de se dire bah, ton produit digital il évolue même si ta voiture évolue peut-être un peu moins et donc ça te montre que le produit il est toujours là, toujours à jour et que ça a peut-être un intérêt d'aller découvrir nos nouveaux modèles. Ok, très clair. Et justement sur peut-être ces liens entre pur produit digital et produits un peu atypiques, vous avez beaucoup de systèmes embarqués, ces sujets-là, comment vous arrivez à jongler cette approche? Est-ce que vous faites évoluer l'approche produit pour des produits où vous savez que les cycles de vie, comme tu le disais, sont beaucoup plus longs, beaucoup plus différenciés en fait. Un cycle industriel est différent d'un cycle d'un produit numérique. Voilà, comment vous jonglez avec ces deux réalités? Eh ben, on est obligé de trouver des équilibres. On a l'avantage, c'est malgré tout, je pense que d'un point de vue produit physique, ils ont aussi fait évoluer leurs approches. Et nous, on travaille beaucoup avec la partie software embarquée, qui a aussi essayé de raccourcir ces temps de cycle et éviter de rentrer dans des schémas qui correspondent au cycle de ton produit industriel pour éviter de produire des choses sur des plannings de 3-4 ans. C'est compliqué pour faire du digital sur 3-4 ans. Donc on a cette approche qui fait qu'aujourd'hui, nos softwares embarqués sont aussi beaucoup plus évolutifs et peuvent arriver plus tard dans le cycle de vie du produit. Mais on doit mélanger la capacité à vérifier notre capacité à interagir avec le produit physique très tôt dans le cycle de conception du produit et rajouter ensuite des couches d'interaction. La partie UI, tu vois, l'idée c'est d'essayer de la repousser le plus tard possible pour qu'elle soit capable de s'adapter au marché, aux évolutions qu'on voit dans le produit. On essaye aussi beaucoup d'avoir à notre niveau la capacité de toucher nos utilisateurs, de faire de la recherche utilisateur, des tests, de faire des choses comme ça assez tard dans la conception du produit. Ce que ça fait, c'est que tu vois dans ta démarche produit qu'on joue avec des contraintes, avec des risques, avec des dépendances qui sont à plusieurs niveaux. L'idée, c'est d'essayer de toujours les mesurer, les garder en tête, les suivre, mais de systématiquement dérisquer ce qui doit l'être très tôt et de garder le plus possible de marge de manœuvre pour la fin. C'est un peu comme ce que je te dis depuis le début, j'ai l'impression que je vais finir par passer ma journée à dire qu'on fait un peu des deux, mais voilà, on essaye d'être le plus product-centric, avoir une vraie vision produit sur notre produit digital, tout en s'adaptant aux contraintes qui viennent du lien qu'on a avec le produit physique, avec le produit industriel, et gérer cet équilibre là-dedans dans nos méthodes produits, avec des cycles plus longs et des cycles plus courts. Ok, on a beaucoup parlé de l'adaptation avec l'industrie et le véhicule. Si on revient plus sur la partie un peu classique, pure digital, pure numérique, tu parlais de user centricity. Ça m'intéresse. Nous, on a des clients qui touchent véritablement leurs utilisateurs très rapidement à grande échelle, d'autres qui préfèrent faire un système d'ambassadeur, d'autres qui sont dans un modèle Eat your own dog food, donc teste ton propre produit en permanence. Comment vous fonctionnez pour essayer d'être user-centric? On essaie de faire un peu les trois. Un peu les trois. Non, on a globalement
des grandes équipes qui font de l'étude client, tu vois, chez Renault. On a le côté vrais, marketing, voilà, etc. on a des vrais secteurs de Customer Intelligence qui sont là pour faire des vraies études sur des vrais clients, mais qui vont avoir une approche assez globale. Et notre produit n'est qu'une partie de cette expérience pour le client. Donc ça, c'est un premier point d'entrée qu'on essaye d'avoir. Nous, au sein du produit MyBrain, on a créé un département côté design qui fait de la user research et qui va chercher des vrais clients et qui fait des vrais tests utilisateurs en contact direct avec des clients potentiellement finaux. Et donc on essaie de mélanger un peu des deux en fonction de nos cycles de vie. Tu vois, en fait, tu vas prendre peut-être des grandes décisions d'orientation en fonction des études de marché, des études clients assez globales qu'on a. Et par contre, quand on va rentrer dans des choses un peu plus fines, on va essayer de toucher nos utilisateurs en direct. On a beaucoup de gens chez Renault qui ont des Renault et qui sont des premiers clients de nos produits aussi. Donc on essaye aussi d'avoir ce feedback-là, même s'il peut parfois être un peu biaisé. C'est aussi une vraie source d'inspiration. Le dernier aspect, le plus proche de la fin, c'est qu'on essaye aussi, et c'est pas forcément dans la culture des grands groupes, je pense, et de l'entreprise, mais tu vois, nous on essaye aussi de faire des démarches un peu de bêta-test, d'avoir des gens qui sont des early access à nos produits, qui vont nous permettre d'avoir du feedback, de vrais power users, entre guillemets, qu'on va avoir. Et donc aussi d'avoir, là encore, si tu cycles le truc, on va avoir plutôt des grandes études, des tests U et après, ou de la recherche utilisateur, et après du bêta-test très proche de la fin, mais qui nous permettent de faire des ajustements aussi jusqu'au bout, autant que possible. Et c'est quoi, je creuse un peu, hein, mais c'est quoi un power user chez vous? Est-ce que c'est justement parce que tu parlais de biais, est-ce que c'est, tu parlais des biais de collaborateurs qui utilisent les produits Renault, mais est-ce que c'est un client Renault depuis longue date? Est-ce que c'est un power user? C'est un client justement qui n'a jamais été chez Renault et qui ferait le pas, l'intérêt? Comment vous arrivez à découper justement les typologies d'utilisateurs? Le vrai sujet sur les bêta-testeurs ou ces gens qui utilisent le produit digital un peu en avance, je vais pas te mentir, ça reste des gens qui ont un petit peu cette fibre geek, qui ont un peu cette fibre digitale, parce que c'est compliqué de mettre dans ces systèmes-là des gens qui sont pas trop attachés. Tu vois, tu vas les perturber en leur mettant à disposition des versions un peu en avance. C'est pas forcément des choses avec lesquelles ils vont être à l'aise. Donc on a plutôt Ce ne sera pas tes early adopteurs en plus. Voilà, on a plutôt cette approche d'avoir des gens qui sont hyper engagés dans le produit digital, où on sait que c'est intéressant parce qu'on se doute bien que si ces gens-là ils sont intéressés, ça va pouvoir se développer après de manière un peu plus large. Après, dans les recherches utilisateurs, c'est pas mon domaine, on a des gens qui sont meilleurs que moi là-dedans, mais on essaye de caster des gens qui sont un peu sur l'ensemble des choses. On essaye d'avoir une vue assez globale. Pour finir, on s'appuie aussi sur ce que je te disais, la Customer Intelligence chez Renault, cette étude de nos clients et de nos cibles clients est aussi très intéressante. Les clients d'aujourd'hui ne sont pas forcément la plus grande cible qu'on a demain, et ça nous aide aussi dans la manière dont on recrute nos utilisateurs. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir des tendances, et ça nous permet aussi d'avoir des tendances en termes de profil d'utilisateurs qui vont potentiellement être les gens qu'on va cibler avec nos véhicules de demain. Et on doit mettre une cohérence entre notre cible produit physique et notre cible produit digital. Donc voilà, on essaye d'utiliser ces éléments-là. C'est, je pense, un des intérêts, tu vois, d'avoir un grand groupe. On a quand même pas mal de ressources à notre disposition pour faire ce ciblage. C'est vrai que vous avez une grosse puissance côté marketing que vous exploitez, du coup, j'imagine. Et après, pour faire de la discovery et aller jusqu'au delivery, est-ce que cette team comprend? Est-ce que tu arrives à déployer une démarche de disco pour entrer sur le choix des features, la priorisation? C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est sans doute une des choses les plus compliquées à faire dans un groupe comme le nôtre. Faire du delivery, on sait faire, montrer qu'on fait mieux du delivery en cycle agile qu'en cycle en V, qu'on est plus efficace, ça passe pas de problème. Montrer qu'une équipe produit qui s'occupe du smartphone peut avoir une vraie volonté de discovery sur des features end-to-end, sur du service, sur de la stratégie, c'est plus compliqué. Et à la fois, moi, c'est ce qui m'anime, enfin, tu vois, moi, c'est ce qui me plaît. Donc, je suis convaincu qu'on peut avoir un impact, qu'on en a déjà un petit peu, mais qu'on peut aller plus loin, d'autant plus que ça devient pour moi, ça devient un élément de plus en plus essentiel dans la voiture. Aujourd'hui, ta voiture, c'est plus juste un véhicule qui roule, mais c'est bien un service digital avec un 360, c'est un nouveau touchpoint pour tes services digitaux que tu as l'habitude d'utiliser chez toi ou sur ton smartphone. Donc, on a un vrai élément, une carte à jouer là-dessus, mais ça reste le sujet le plus compliqué. Et puis, je te disais tout à l'heure que moi, j'aimais bien mon produit parce qu'on était en contact avec tous les métiers de l'entreprise. La réalité, elle est aussi qu'on a du coup des enjeux en termes d'objectifs qui sont très différents. Un service connecté au véhicule, c'est un élément de valeur pour le produit véhicule, pour l'utilisation de ton véhicule, mais on va avoir des choses qui vont être très en lien avec le garage, avec de l'après-vente, qui vont avoir des vrais impacts business pour ces domaines-là.
qui vont avoir de l'impact dans le renouvellement de ton produit. Quand tu vas racheter un produit, trouver la bonne omnicanalité avec ton système avant-vente, entre ton utilisateur. Donc en fait, tu vois, c'est un vrai sujet dans le product, mais on n'a pas un KPI de tête qui est très clair en disant notre objectif c'est de la croissance, du business, du ROI pur là-dessus, parce qu'on est en image de marque, on est présent dans ouais, t'as pas de North Star Metrics un peu forte. On essaye d'en avoir, hein. On en a. Tu vois, moi je pense qu'on peut en avoir, mais c'est tout le sujet. Mais c'est surtout, on va mélanger des demandes, des besoins, autant utilisateurs que business, qui sont très variés, très variables, et qui peuvent, si on n'y prête pas trop attention, avoir tendance à nous faire une feature à droite, une feature à gauche, et perdre la cohérence, tu vois, perdre l'élément qui va nous amener vraiment à avancer. Et justement, si on sort output, outcome, comment vous arrivez à mesurer l'impact? Est-ce que c'est une démarche aujourd'hui que vous adoptez? Justement, en plus, tu dis que tu réponds à des logiques 360, image de marque, croissance business, ingénierie. Voilà, comment tu arrives du coup à démontrer tout ça? Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? Ouais, ça va faire rire des gens chez moi que tu parles output, outcome, parce que c'est mon truc du moment. J'arrête pas de parler outcome, on arrête les outputs, on veut des outcomes. Pour moi, c'est tout l'enjeu de nos produits. Si on se laisse porter, on est drivé par des vrais outputs. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui viennent nous dire j'ai des features, je veux ta feature, je veux telle date pour sortir la feature. Tout l'enjeu, c'est de trouver comment est-ce qu'on arrive à éviter d'être dans ce schéma de juste chipper des packages de trucs en se disant voilà, c'est bon, on a livré 15 features dans l'année, on est content. On en avait livré 13, on en a livré 15, donc on a progressé sans savoir si réellement on a un impact qui est positif. Donc je pense que c'est un enjeu de tous les jours et c'est moi ce que j'aime bien essayer d'insuffler dans les équipes ou de faire dans les équipes, c'est de montrer que ça va surtout venir des équipes produits en elles-mêmes. C'est-à-dire que si on reste dans une logique très top-down, dans le suivi de ce qu'on nous demande, on va avoir tendance à avoir cette réponse à output assez vite. C'est-à-dire cette logique de se dire on nous a demandé ces features-là, on a coché les cases, on a livré. Par contre, si nous, on arrive à être sans cesse dans le challenge de ce qu'on nous demande, en disant ok, j'ai compris que tu me demandais cet output-là, mais on va travailler ensemble pour comprendre quel est l'outcome que tu attends, quel est l'objectif que tu as derrière ça, quel est le résultat que tu attends de la part de mon produit dans cette démarche-là. Bah, petit à petit, on va déconstruire des solutions qui sont souvent trop complexes, qui vont nous prendre beaucoup de temps pour aller retrouver l'essentiel de ce qu'on doit produire. Et après, c'est les équipes produits chez nous et les équipes tech, et c'est la combinaison des équipes produits et tech chez nous qui sont vraiment en mesure de répondre de la meilleure manière à ces besoins-là. Et je pense que trop souvent, si on se laisse porter, on ne va pas avoir la bonne solution parce que même si la démarche 8 se déploie un peu partout dans l'entreprise, donc les besoins sont identifiés très tôt, mais on va quand même avoir très tôt tendance à dire ok, on a un besoin, voilà la solution, et ensuite les équipes elles développent une solution qui n'est pas la leur. Moi je veux que ça soit leur solution en fonction de vrais objectifs, de vrais besoins, de vraies recherches de résultats. Donc tu vois, output vs outcome, c'est mon leitmotiv du moment. Ouais, et justement ça dans la notion aussi d'objectif. À quel point tu peux challenger ou non les objectifs de stakeholders qui sont d'ailleurs plus ou moins puissants parce que on sait que voilà il y a une logique hiérarchique aussi, que le business ça reste aussi le nerf de la guerre. À quel point voilà vous challengez pas, comment vous gérez en fait justement j'imagine des injonctions qui doivent parfois tomber en mode tel produit doit rapporter tant ou apporter tel niveau de performance. C'est ce que je te disais, en fait il faut réussir à déconstruire ces demandes pour reconstruire autre chose et montrer à ces stakeholders la valeur que ça apporte. C'est pas simple et on ne peut pas le faire tout le temps et c'est pour ça que je te dis, j'insiste beaucoup là-dessus en ce moment. Après, je pense qu'on a la chance, malgré tout, d'avoir un produit aujourd'hui qui porte, nous, dans l'entreprise, donc qui est entendu. Moi, je reste convaincu que c'est par l'exemple que tu vas réussir à convaincre les gens. Être capable de jouer, peut-être pas sur les énormes enjeux sur lesquels tu vas mettre des efforts énormes pour convaincre que c'est pas ça qu'il faut faire ou en tout cas qu'il faut le faire différemment. Mais petit à petit, trouver des endroits où tu vois qu'il y a un potentiel. Ouais. Exactement, et que tu vas pouvoir montrer ensuite, grâce à ça, que cette démarche, elle a de la valeur, elle a du sens. Tu vas pas forcément tout révolutionner, mais mesurer le résultat, c'est quelque chose qui est positif. La user research, c'est un élément important pour nous parce que ça nous permet d'avoir des choses où c'est pas nous qui allons dire au stakeholder, je suis pas d'accord avec toi. On va plutôt lui dire, regarde, on a fait des tests et on a des choses qui tendent à nous prouver qu'il faudrait peut-être qu'on fasse différemment de ce qui est prévu. On implémente aujourd'hui du safe à un niveau assez global et assez large dans l'entreprise.
Et il y a plein de gens du coup qui sont là pour rappeler ces éléments-là. On arrive à avoir cette notion de on cherche la valeur, quelle est la outcome qu'on a. Sans faire un travail d'introspection intense, ça m'intéresse de savoir aujourd'hui, c'est quoi toi tes challenges en tant que responsable produit. Je pense que ça va intéresser les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est quoi tes gros combats du moment, évidemment, sans trahir de secrets industriels, mais voilà. Toi, si tu prends un peu de recul là, sur la situation actuelle, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir et ce sur quoi tu te diriges? Celui dont on vient de parler, c'est un des éléments essentiels pour moi. Et ça rejoint aussi la capacité à porter une vraie vision et une vraie stratégie, surtout pour le produit. L'organisation, c'est un vrai sujet aussi. On a eu des phases de croissance assez importantes. On a essayé plein de choses. J'ai un peu fait bouger les équipes dans tous les sens. Ils doivent en avoir marre de changer d'orga. Mais avoir la bonne organisation pour supporter tout ça, donner de l'ownership aux équipes, tout en ayant une structure qui nous permet de la faire rayonner, etc. C'est important et c'est pas simple. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et est-ce que Safe, ça va faire bouger votre orga, justement? Ouais, Safe, ça va faire bouger notre orga et c'est toujours pareil. C'est important de trouver la manière dont les équipes elles vont s'inscrire dans ces frameworks qui sont Safe à la Renault. Voilà. Et trouver un équilibre. Ça fait un moment que Renault touche du doigt Safe. Moi, j'ai vécu des implémentations où on a fait du très custom de Safe au mode Renault et en fait ça rendait le truc extrêmement compliqué. Il faut trouver l'équilibre parce que l'organisation elle est matricielle, elle est complexe, il y en a un peu dans tous les sens et c'est pas juste le framework qui va arriver, on va l'implémenter, ça va marcher. Donc il faut trouver cet équilibre. Et justement, peut-être aussi une des logiques, un des défis que nous on remarque souvent avec Safe, c'est de l'inscrire dans une démarche produit de bout en bout avec de la discovery, de l'amélioration continue derrière, de la gestion du legacy. On en parlait au tout début de nos échanges. Ça aussi, comment tu le vois opérer? Ça va être un enjeu, je te dis. Pour moi, on est encore sur les phases de mise en place. Donc on voit bien des bénéfices. Comment on va le gérer sur toute cette chaîne que tu décris, je ne sais pas encore exactement ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Non, si, parce que c'est sûr que les organisations gagnent en maturité, gagnent en usage, je pense, de Safe. Et effectivement, c'est structurant dans l'organisation. Mais après, c'est une démarche très ingénierie, delivery, d'agilité à l'échelle. Moi, ce que j'aime bien dans ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place par rapport à ce qui existait avant, c'est qu'on ne cantonne pas le safe au delivery, enfin à l'équipe de tech, entre guillemets, ou à l'équipe produit même. L'idée, c'est d'avoir cette logique un peu globale où on va chercher des flux de valeur, où on va chercher à aligner les objectifs de l'entreprise avec les objectifs de l'équipe. Et ça, tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, ça me paraît être un asset hyper intéressant. Tu peux raccrocher une démarche OKR, tu peux raccrocher derrière, bien sûr. Ok, trop intéressant. Peut-être une question pour la fin, plus globalement par rapport justement aux tendances. Alors, tu marques un point si tu ne me parles pas d'IA, parce que je pense que tout le monde m'a parlé d'IA, mais peut-être les tendances que tu vois dans le product, et évidemment tu as le droit de me parler d'IA, c'est une blague, mais voilà, les tendances que tu vois dans le domaine du produit, et peut-être plus largement aussi, justement toi qui as beaucoup œuvré chez Renault, dans le domaine de la construction automobile, dans le domaine des mobilités, ça m'intéresse aussi d'avoir ton regard un peu métier sectoriel sur cet aspect-là. Alors je pense qu'il n'y aura pas que de l'IA. Non, mais je pense que très sincèrement, c'est un domaine qui est passionnant, moi qui me passionne en tout cas, parce que j'ai l'impression de continuer, ça fait 10 ans que je fais ça, mais j'ai l'impression de continuer à apprendre des choses tout le temps, tous les jours. Et je pense que ça va continuer, je pense que honnêtement le rôle de product dans le digital, il va continuer à devenir de plus en plus essentiel. Les nouveaux rôles autour du product qui émergent, je te parlais du product ops, du product marketing, de tous ces domaines-là montrent bien qu'en fait, ça a tendance plutôt à s'étendre ce rôle, tu vois, à grossir, à avoir besoin d'être optimisé. Moi, j'ai tendance à penser que les outils vont évoluer, l'IA c'en est un, il y en a d'autres, mais je pense surtout que le rôle il va devenir de plus en plus essentiel et que dans le digital, cette notion d'avoir le produit au centre, des démarches qui sont vraiment des démarches de construction de produits, ça peut que continuer à grossir et à marcher. Et j'espère qu'on va continuer à faire évoluer ça pour que ce soit toujours dans la recherche de la tech pour quelque chose, du digital pour servir des utilisateurs, des besoins. Je pense même que c'est hyper utile. Tech for good et tous ces trucs-là, je trouve ça hyper top, quoi. Je trouve que c'est vraiment même dans des enjeux hyper moderne, hyper intéressant aujourd'hui. C'est un point central parce que voilà, on ne pourra pas sans avoir des gens qui ont ce rôle-là
vraiment faire exploser ces domaines. C'est un point, justement, je vais finir là-dessus, ça pourrait servir de conclusion, mais c'est un point, justement, Tech for Good, les mobilités, c'est quand même un sujet dans la durabilité, etc. C'est un point où vous essayez de vous emparer, j'imagine, de cette thématique. Moi, c'est un point qui me plaît énormément parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'avoir ces solutions qui te permettent d'exploiter au mieux toutes les ressources, qu'elles soient véhicules ou autres. Et oui, chez Renault, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Il y a toute une entité qui s'appelle Mobilize qui travaille beaucoup là-dessus. Il y a plein d'enjeux, c'est passionnant parce que ça part dans tous les sens. Il y a des millions de choses à faire et à la fois il faut trouver la bonne chose pour ne pas partir dans le mauvais sens. Donc oui, on travaille beaucoup dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dessus. C'est un domaine avec pas mal d'émergence aussi de plus petits acteurs qui viennent un peu challenger les gros constructeurs. Ouais, moi j'y crois beaucoup et tu vois, je pense que le produit là-dedans est hyper important. Ton produit de mobilité, c'est pas juste une voiture, c'est pas juste une appli mobile, mais tu as vraiment ce lien entre le physique, le digital et tous ces éléments qui devient essentiel et qui est passionnant, quoi. Vraiment, c'est super cool. Trop chouette. Est-ce que tu as une petite conclusion, un mot de la fin, Sébastien, là-dessus? J'espère que c'était intéressant, que ça apporte des choses. J'ai appris beaucoup de choses, on a traversé plein de choses, on a parlé de l'industrie, plutôt des pratiques produits, comment vous l'avez fait évoluer, où vous allez demain, on a ouvert le champ là justement, durabilité et tout, c'est chouette, donc non, un grand plaisir. Et merci beaucoup, plaisir partagé, et puis voilà, j'espère que vous allez voir nos produits évoluer et qu'on va devenir de plus en plus important dans votre mobilité. C'est un vrai sujet. Il faut, c'est le but de tout ça. Je sais pas, pour les invités, j'imagine qu'on peut te suivre sur LinkedIn. S'il y a des personnes qui sont intéressées. Je suis pas un grand producteur de contenu aujourd'hui, je suis plutôt un grand consommateur de contenu. Mais c'est déjà pas mal, mais c'est une première. Mais voilà, c'est une première, très heureux. Et puis, je suis sur LinkedIn, avec plaisir pour échanger. Encore une fois, je te remercie grandement pour ton temps. Plaisir, merci pour l'invitation. De même, un grand merci. Et puis voilà, je t'ai écrit, on s'est vu une première fois. Et ton ouverture et je pense ton optimisme, c'est rafraîchissant. Donc, merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite, telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!